Bonjour amis internautes, merci partout vous êtes. Il 24 dans ces analyses. Une chaîne émise en Australie avec la réalisateur Fiwaka qui nous a posé cette émission. Nous recevons M. Eric Momba, analyste Eric Momba des Grands Journaux. Il est l'éditeur de Grands Journaux. Je ne peux plus vous rappeler les noms d'Eric Momba parce qu'il est le monsieur plateau. Aujourd'hui avec Eric Momba, nous allons essayer d'aller d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo évidemment et l'actualité aussi des élections aux États-Unis. Et Eric Momba est avec nous. Bonjour Eric Momba. Bonjour cher Denis. Bonjour Eric Momba. Comment se porte le Grand Journal? Le Grand Journal se porte très bien. Nous sommes ce matin dans les kiosques à Kinshasa et aussi dans les kiosques virtuels. Sur les réseaux sociaux, le journal se porte très bien. Comme d'habitude, mais l'apparition d'aujourd'hui, il y a eu quand même un new look. Pourquoi ce changement? Bon, en fait, l'entreprise continue à se développer et nous aurons désormais une version magazine et puis une version journal que nous faisons sur le modèle. Le journal prend la dimension d'un journal international francophone qui va couvrir désormais l'actualité au niveau international, mais aussi au niveau de l'Afrique. Vous allez voir, nous avons fait notre une avec le milliardaire australien Andrew Forrest à la suite de sa visite en République démocratique du Congo. Il projette d'investir 5000 emplois dans le domaine de l'énergie et mines, et ses équipes sont sur le terrain en train de finaliser le contrat formel avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et également, il y a d'autres sujets que nous essayons de diversifier pour aller beaucoup plus vers le corporate, donc vers le monde des affaires, oui, le monde du business, puisque la presse, les médias de la RDC sont beaucoup plus dominés par des sujets politiques. Nous allons faire la politique aussi, mais en regardant beaucoup plus vers les politiques publiques qui permettent l'amélioration des conditions de vie des populations et la bonne gouvernance, la transparence et la vérité au niveau de la gestion des affaires publiques. Donc c'est comme ça qu'on a ces nouveaux looks. Mais dans les kiosques aujourd'hui, le premier constat que vous avez fait, vous avez réservé en rubrique sur les félicitations du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pourtant, partout ailleurs, personne n'a félicité et personne n'a pensé à cela. En fait, ça m'amène un peu à faire une petite leçon du journalisme, puisque la presse écrite ne fonctionne pas, j'allais dire la presse imprimée, ne fonctionne pas de la même manière que la presse audiovisuelle ou bien la presse en ligne qui a la possibilité de mise en jour à tout moment. Donc ce qu'on appelle le breaking news. La presse écrite, dès que vous avez bouclé et vous avez envoyé votre papier à l'imprimerie, vous ne pouvez pas le récupérer s'il y a une information qui tombe. Alors, la stratégie éditoriale du Grand Journal, c'est que nous attendons dès que le chef de l'État va dormir, dès que nous nous assurons que nous sommes en contact avec les équipes du chef de l'État. On n'est pas une presse présidentielle, mais dans la hiérarchie du traitement d'informations, les informations qui viennent de la présidence de la République occupent le top en ce qui concerne l'actualité politique, puisque on ne le souhaite pas, mais en dernière minute, si vous avez bouclé votre journal et qu'il y a un coup d'État qui s'est fait, en dernière minute, votre journal va sortir le matin sans cette information et du coup, vous publiez un journal obsolète. C'est ce qui est arrivé hier. Tous les journaux avaient déjà bouclé. Nous continuons à surveiller la présidence de la République et nous avons reçu une dépêche que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, venait de présenter ses félicitations au nouveau président américain élu, Joe Biden. Et ce qui fait que nous sommes les seuls ce matin à sortir avec cette information. Ça déjà c'est votre petit secret. Absolument. Alors, avec tout le monde. On parlera des Grands Journaux, on ne finira pas avec Grands Journaux. Les New Look, nous l'avons apprécié et nous pensons que les lecteurs des Grands Journaux vont aussi aimer. Alors parlons un peu des élections américaines. C'est une élection tellement compliquée. Trump partir ou pas partir, Biden président, nous ne savons même pas.
Quelle est la lecture? Qu'est-ce que vous faites? Quelle lecture vous avez de cette élection un peu compliquée? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos éditeurs? Ils doivent comprendre un peu comment se passent les élections aux États-Unis. Bon, le système électoral américain, comme les qualifient les spécialistes en relations internationales, est très compliqué. Donc, il n'est pas adapté au système moderne que tout le monde comprend. Et je n'aimerais pas me risquer sur ce terrain-là, puisque ceux qui nous suivent risquent de ne pas y comprendre quelque chose. Mais moi, ce que j'aimerais dire, que par expérience, on a déjà vu ce qui arrive avec l'élection qui avait opposé George Bush Jr. à Gore, l'ancien vice-président démocrate, où des élections ont été contestées et qui ont poussé jusqu'au comptage manuel, alors que les États-Unis à l'époque étaient déjà très avancés avec le vote électronique. Ouais. Et par expérience, on sait que les médias américains sont très développés et très spécialisés dans le traitement, la couverture des élections, et que la personne qui a été donnée vainqueur par les médias, c'est cette personne-là qui finit toujours par l'emporter. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte que c'est Joe Biden qui est le président des États-Unis. Mais moi, j'aimerais peut-être voir la chose dans un autre sens. Donald Trump est parti, qu'est-ce qu'on peut retenir de Donald Trump? C'est sur ce terrain-là. Oui, ça c'est très important. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut retenir de Donald Trump? C'est votre processus. Exactement. Moi, j'aimerais voir non seulement Donald Trump, mais je dirais aussi un mot sur Biden et Kamala Harris. Ouais. Je retiens beaucoup plus du côté leadership qui peut inspirer aussi surtout les jeunes qui sont en train de nous suivre, même sur le plan entrepreneurial. Donald Trump avait 20 ans. À l'âge de 20 ans, quand il constatait que l'Amérique était malade, qu'il lui fallait un chirurgien. Et pour lui, il pensait que ce chirurgien-là, c'était lui. Et il devait être président des États-Unis pour résoudre les maux qui rongent la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Et vous vous rappelez, cher Denis, quand Donald Trump, il y a 4 ans, il est devenu président de la République, il était âgé de 70 ans. Vous parlez le français belge, il était âgé de 70 ans. Ouais. C'est-à-dire, son rêve s'est réalisé après 50 ans. Donc, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 70 ans, si vous faites 70 moins 50, moins 20, ça fait 50 ans. 50 ans. Donc, pendant 50 ans, il a travaillé sur son rêve, puisqu'on voit souvent, quand vous essayez, même sur le plan de l'entrepreneuriat, ça ne marche pas, vous essayez un mois, une année, et puis vous abandonnez. Ça nous donne, personnellement, la notion américaine qui dit « never give up ». Quand tu fais quelque chose, tu as la conviction, tu travailles comme un auteur français aussi a dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse souvent, repolissez-le et ajoutez quelque chose souvent effacé. Ça c'est Voltaire qui dit que vous devez toujours travailler et corser votre projet jusqu'à obtenir le résultat. En ce qui concerne Joe Biden, voilà, il prend le pouvoir à l'âge de 70 ans, donc 77 ans, donc 77 ans. Il devient président des États-Unis. Et lui-même dit qu'il a échoué plusieurs fois. Exactement. Après plusieurs tentatives, mais il n'a pas échoué, puisque nous n'oublions pas que Joe Biden était devenu sénateur à l'âge de 29 ans. Mais sauf qu'il a connu quand même sur son parcours beaucoup de... Et j'ai vu un auteur aux États-Unis qui a écrit... un professeur qui a écrit, un européen, qui a écrit un livre intitulé Joe Biden, le 3e mandat de Barack Obama. Puisque Biden, c'est celui-là même qui a encadré Barack Obama sur le plan politique, puisque déjà à l'âge de 29 ans, il était au Sénat, il a pratiquement gravi les échelons. 40 ans comme politique. Et la leçon la plus importante qu'on peut tirer sur lui, c'est que il a donné à l'Amérique des lois très importantes, et en particulier en ce qui concerne la lutte contre la violence. Criminalité. Qui a plus pénalisé les Noirs. Exactement, qui a plus pénalisé les Noirs, malheureusement. Oui, mais c'est un modèle aussi dont nos parlementaires peuvent s'inspirer. Quand vous allez à la représentation nationale, vous allez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous allez surtout pour donner des lois à la République qui vont être inscrites dans les annales. Alors, la dernière personne, c'est Harris. Harris, à 56 ans, elle devient la première femme noire
la première femme d'abord, d'une manière générale, la première femme, et la première femme de couleur, puisque son père est jamaïcain. Que peuvent attendre les Africains du couple Biden et Harris? Parce que partout, comme nous avons dit, les Africains ont jubilé et les gens étaient très contents de voir Bush partir et Trump plutôt partir. Trump, le raciste, Trump. Et que pourraient être les attentes de ce couple? Bon, je pense que les Africains n'ont cessé de se plaindre aussi des anciens présidents américains d'obédience démocrate et bien d'autres. Le président américain est d'abord élu pour les Américains. N'oublions pas de America First, de Donald Trump, qui a coupé pratiquement les fonds qui étaient destinés à l'international pour les réinjecter dans la politique nationale afin de créer les emplois, améliorer les conditions de vie, les infrastructures pour l'Amérique. Je pense que le nouveau président va continuer avec la même politique, mais peut-être chaque président qui vient, il vient avec sa touche. C'est-à-dire ils vont redorer peut-être le blason de l'Amérique en tant que gendarme au niveau international. Ce n'est pas pour rien que Félix Tshisekedi a présenté ses félicitations, puisque en relation internationale, on dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc c'est votre capacité à négocier qui vous permet de faire les affaires avec les États-Unis, mais ils ne le feront pas pour les beaux yeux. Ils vont le faire tout simplement quand ils savent que l'intérêt de l'Amérique est garanti. Donc là, il n'y a pas beaucoup à espérer. Il y a tout simplement les intérêts des Américains et les intérêts des Africains, bien sûr. La manière dont vous négociez, alors si vous négociez mal, vous sortez perdant. Oui, mais pour la bonne gouvernance, vous pensez qu'on va encore pousser un peu? Parce que les pays africains, aujourd'hui, on est allé un peu... L'Afrique a reculé dans sa démocratie, parce que nous voyons ce qui s'est passé au Gabon, en Algérie, et pas vraiment en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, avec un nouveau président, l'alternance, qui petit à petit part vers le sens d'être torpillé par l'ancien, il y a ombrage de l'ancien chef de l'État. Vous pensez que la bonne gouvernance avec ces pays et tout le reste, les choses pourront peut-être changer un peu, parce que Trump, ça ne lui intéressait pas trop. Oui, mais je pense qu'avec le nouveau président qui vient, qui a travaillé à la Maison Blanche avec Barack Obama, la question la plus importante, c'est des questions transnationales. Par exemple, la question du terrorisme. Et Félix Tshisekedi a reconnu officiellement, ce que son prédécesseur n'avait pas fait, qu'il y a des groupes terroristes dans la partie septentrionale de la RDC. Et ça, c'est une question qui intéresse beaucoup les Américains. Et c'est un aspect de la politique qui va permettre que Félix Tshisekedi soit considéré comme leader de référence au niveau de l'Afrique centrale. Et le nouveau président américain prend aussi les rênes au moment où Félix Tshisekedi est en train de se préparer pour prendre la présidence de l'Union africaine. Donc, en tant que tel, il est mieux loti pour... et comme lui-même aussi, Félix Tshisekedi, son point de prédilection, c'est la diplomatie. Donc on les voit très à l'aise dans les relations internationales, dans la diplomatie, et je pense qu'il comprend qu'il doit se positionner, puisque la RDC doit jouer un rôle. Moi, je ne suis pas de ceux qui passent le temps à pleurnicher, qu'on est infiltré, balkanisé, puisque la RDC, en tant que grand pays, doit jouer un rôle d'abord de garantir les intérêts de notre peuple, sécuriser l'intégrité territoriale au niveau de nos frontières, mais aussi il faut rassurer nos voisins. Nous en avons 9. Il faut qu'ils se sentent rassurés par la RDC, qui est un pays... et puis les investisseurs au même moment. Et les investisseurs au même moment, c'est pour cela qu'on a parlé du milliardaire... la RDC, c'est australien, Andrew Forrest. La RDC intéresse tout le monde et il appartient aux Congolais de savoir négocier et aussi de mettre en place un cadre juridique. Pendant le coronavirus, on n'a pas senti le Parlement de la RDC mettre en place, voter des lois qui s'adaptent à la situation, puisque après coronavirus, ou soit pendant le coronavirus, tous les États modernes sont en train de travailler sur l'après. Mais on a vu notre Parlement empêtré dans des querelles byzantines au cours du contrôle du pouvoir politicien pour
2023, alors qu'il y avait des problèmes. Vous parlez de Félix Tshisekedi, le chef de l'État, et on parlera de la consultation, parce que c'est l'actualité en République démocratique du Congo. Mais c'est comme si le chef de l'État était en train de prendre le terrain, passer presque en revue tous les leaders de la République démocratique du Congo, du Katanga vers l'Équateur. Vous ne pensez pas que déjà il a tout cadré, et puis c'est comme si ça lui réussit facilement? Absolument, parce que c'est l'approche. Il a utilisé une approche directe, c'est-à-dire le format de la consultation. À l'époque, le président Mobutu avait chargé l'ambassadeur Mokolo Apombo, qui avait fait le tour du monde, et les provinces avaient rédigé des mémorandums qu'ils ont lus lors du passage du chef de l'État de quelques minutes. Mais Félix Tshisekedi reçoit tout le monde en personne. Et j'ai suivi, par exemple, je veux prendre les catégories qui ont toujours été négligées lors des négociations. Je prends par exemple les musiciens. Vous savez que la RDC est connue aussi à travers le monde grâce à sa musique. Et j'ai suivi Nyoka Longo qui sort de l'audience avec le président de la République. Il dit c'est pour la première fois que les musiciens sont consultés par les chefs de l'État. Et il a rappelé de ce qui s'est passé à la table ronde de Bruxelles en disant que les musiciens étaient partis, mais pour chanter. Ils étaient partis pour... Maintenant, ils sont venus au même titre que Kengo Wandondo, au même titre. Ils ont été logés à la même enseigne que les politiciens, d'ailleurs, qui se sont avérés comme des politiciens que j'appellerais des clercs, des traîtres, des politiciens véreux, qui ont installé le chaos dans le pays, mais qui ont toujours été logés à la belle enseigne. Aujourd'hui, on a vu par exemple les chefs coutumiers qui ont parlé le même langage en disant c'est la première fois, parce que le pouvoir précédent avait même... tu te rappelles, cher Denis, si nous prenons par exemple le cas de la plupart des conflits au niveau communautaire, si vous prenez le cas de Kamounan Satrapo, c'est tout simplement le fait que les chefs coutumiers, le pouvoir, l'autorité traditionnelle a été mise sous la botte du pouvoir politique avec des arrêtés du ministre de l'Intérieur qui dédoublaient même un moment au sein d'une même famille 2 ou 3 personnes qui commençaient à se disputer puisqu'on voulait un conflit ouvert créé par le pouvoir alors que l'autorité traditionnelle constitue le seul pouvoir de référence. Tu sais, même quand le peuple cesse de reconnaître l'autorité de l'État, mais l'autorité traditionnelle, donc le chef coutumier, est la seule personne que le peuple continue à considérer, puisque même pour des conflits bénins au quartier, on vient frapper à la porte du chef coutumier pour lui dire un tel a volé ma poule, par exemple, un tel a fait ceci, etc. Donc le peuple se reconnaît toujours à travers les personnes que Félix Tshisekedi, lui, il a compris. J'ai même apprécié la sortie de Saïsaï. Vous savez, Saïsaï a fait une émission, il dit nous avons été honorés, mais les politiciens souvent nous négligent, mais à la fois ils viennent vers nous pour nous demander nos voix, ils disent venez dans nos rassemblements parce que les gens vont venir, et maintenant on nous reçoit. Il y a des critiques qui disent que vous recevez même des comédiens. Qu'est-ce que vous pensez à ce genre-là qui négligent comme ça, qui disent que même les comédiens, il a été choqué lui Saïsaï, et quand en politicien il a dit que même les comédiens sont reçus. Moi je pense qu'il a raison, cher Denis, puisque les comédiens dans des pays sérieux sont des personnes considérées. Rappelle-toi de Molière, qui fut un comédien et qui disait qu'on peut corriger les mœurs en rien. C'est-à-dire que, rappelle-toi même de Jean de La Fontaine à travers ses fables. C'est-à-dire on passe par la satire, on passe par la rierie pour instaurer un ordre au sein de la société. Donc moi je suis 100% d'accord avec Saïsaï, et le président de la République, Félix Tshisekedi, lui, il a compris. Ces gens, ce sont des personnes qui sont tout le temps négligées, mais auxquelles on recourt pour avoir le suffrage, puisqu'ils ont la capacité de mobiliser la population. J'ai toujours dit que Jibin Piana et Werrason, par exemple, pour ne pas faire leur publicité, seuls pouvaient être capables de faire tomber un régime, puisque vous avez toute la ville de Kinshasa, par exemple, Kinshasa qui est une républiquette, mais qui est entre les mains de Werrason et de Jibin Piana. Donc ce sont des grands leaders qui mobilisent les masses, puisque la musique adoucit
les mœurs. Et tout le monde, tu sais, les gens se plaignent parfois qu'on ne lit pas. On ne peut pas lire un journal comme les nôtres, mais on ne refusera jamais d'écouter une chanson. On ne refusera jamais de suivre un comédien qui fait rire tout le monde, qui fait même oublier les douleurs que les gens ont. Donc moi je pense que je ne suis pas d'accord avec ce politicien-là. Ça, il a à 100% raison et moi j'en profite pour les saluer en passant. Alors nous pensons que le président est en train de réussir son pari. C'est votre avis aussi? Bon, évidemment, parce que j'ai vu une espèce de bousculade au portillon du président de la République au Palais de la Nation. Et quand je regarde les grands leaders, par exemple, s'il faut s'exprimer en termes de grands leaders qui ont transcendé les générations et qui ont connu les différents pouvoirs, qui sont là depuis l'époque coloniale, l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Kabila Joseph, comme les Kumbo-Kumanza, qui sont considérés comme des babas, les babas de la politique, les babas nationales, hein, les babas du Katanga qui ont été nationalisés. Donc voilà, il a dit quelque chose à sa sortie d'audience. Il a dit que ces palais symbolisent quelque chose de très important. Il a dit que c'est à l'intérieur du palais de la nation où les 13 parlementaires ont commencé à construire une stratégie qui a fait tomber tout un régime. Donc pour lui, c'est tout un symbole. Et vous voyez, Moïse Katumbi, par exemple, si je pense qu'au Katanga, il n'y a pas mieux qu'en termes d'ancrage au sein de la population, il n'y a pas mieux que Moïse Katumbi. Mais vous avez aussi de l'autre côté, à l'est, avec Bahati Lukwebo, qui a dit clairement que ceux qui avaient créé la coalition FCC Cash ont marché dessus, et que pour lui, il n'y a pas de doute que c'est le FCC, par exemple, puisque lui, il est membre du FCC, le FCC n'a pas bien géré les ambitions de ses enfants. Vous avez la loi. Notre loi dit que pour être chef d'un regroupement politique, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques dit que pour être chef d'un regroupement politique, il faut être d'abord chef d'un parti politique. Mais là, on a vu dans le cas de Bahati Lukwebo, par exemple, que Néné Nkoulou, qui n'a pas un parti politique, est devenu du jour au lendemain leader du regroupement politique des Bahati. Donc il y a eu beaucoup de blessures. Et toujours à l'est, vous avez aussi Mboussa qui est venu, qui est un soutien de Félix Tshisekedi de longue date et qui est venu aussi. Vous avez ce matin le docteur Mukwege est déjà à Kinshasa. Il sera reçu, je pense, dans la journée. Le prix Nobel qui n'a jamais été reçu par l'ancien pouvoir, qui vivait avec l'ancien pouvoir comme chien et chat, et qui est venu et qui pose un problème sur la table, le problème de la justice, puisqu'il n'y a pas une justice réparatrice. Au Congo, les gens ont souffert, il y a eu des victimes des différents conflits armés, notamment dans la partie de l'Est. Lui, il soigne les victimes de viols, mais il n'y a pas de justice. Lui, il exige je pense que Félix Tshisekedi, qui est quelqu'un qui n'est pas encore beaucoup trempé dans des crimes divers, pourrait être à même de par sa politique de l'instauration d'un état de droit, des droits de l'homme, pourra être capable de faire en sorte qu'on puisse juger les criminels, les auteurs des crimes qui sont considérés par la justice internationale comme des crimes imprescriptibles, les crimes de génocide, les crimes de guerre qui ont été perpétrés dans la partie. Donc, pratiquement, Félix Tshisekedi est en train de caracoler. Tous les leaders politiques sont en train de... J'ai vu même un ancien... il y avait Kengwadondo qui a... La particularité de Kengwadondo, c'est qu'il a géré tous les 3 pouvoirs qui sont séparés par Montesquieu. Lui, il les a gérés. Il était le chef du pouvoir judiciaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général. Il était le président du Sénat. Il était Premier ministre. Donc,
il a complètement réuni tous les pouvoirs séparés par... il a démenti Montesquieu. Il a fait comme ce que Socrate appelle que les extrêmes se touchaient. Et celui-là, il n'est pas n'importe qui. Il est allé voir Félix Tshisekedi et à sa sortie d'audience, il a dit « c'est mon fils ». Voilà, et après tout, parce que maintenant c'est l'après, on peut projeter, parce qu'avec Grand Journal toujours, nous savons qu'il projette vers le futur. Après tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer, qu'est-ce que vous pensez pourrait arriver à la fin, disons d'ici la fin de ces consultations? Qu'est-ce que vous pensez pourrait arriver? Bon, moi je m'en tiens à ma conviction quand je considère que Félix Tshisekedi applique la politique de Deng Xiaoping, traverser la rivière en tâtant les pierres. C'est-à-dire, il ne va pas brutalement comme beaucoup de gens auraient souhaité. Aujourd'hui, on voit très bien que les trois grands leaders à la tête des institutions, Ilunga Kamba, Janine Mabunda et Tambo Mamba, sont complètement en disgrâce. Ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Donc, ce qui va arriver, moi je pense qu'il y aura un des deux scénarios qui va émerger. Soit la majorité sera requalifiée avec les parlementaires, les députés FCC qui vont traverser l'océan, comme on dit, ou soit alors, si par pudeur, les gens s'accrochent à l'ancien système, au statu quo, le président pourra nommer un informateur qui va identifier pas une majorité, mais on pourra aboutir à une coalition non majoritaire au Parlement, mettre en place un nouveau gouvernement. Puisque la Constitution dit que c'est le président de la République qui nomme et qui révoque. Donc le président de la République, à la suite d'une nouvelle coalition identifiée par l'informateur, même si elle n'est pas majoritaire, le président pourra nommer un nouveau gouvernement, mais qui va revenir à l'Assemblée nationale, la même Assemblée nationale dans sa configuration actuelle, avec un programme du gouvernement qui sera refusé. Puisque la difficulté aujourd'hui, c'est que il y a symbiose entre Ilunga Kamba et Janine Mabunda. Mais si on nomme un nouveau Premier ministre, même si Janine Mabunda, bon, ce qui n'est pas évident, parce que Janine Mabunda et la difficulté aujourd'hui, c'est que Ilunga Kamba et Janine Mabunda jouent sur le même tempo. Mais si demain le président de la République nommait un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, ils vont revenir devant la même Assemblée nationale dans sa configuration actuelle, présenter un programme du gouvernement qui sera rejeté. Parce que le programme du gouvernement, le gouvernement est investi quand son programme est approuvé par l'Assemblée nationale. Ouais. Or, dans ces cas de figure, si le nouveau gouvernement vient et que son programme est rejeté, il pourra refaire un nouveau programme et revenir devant la même Assemblée qu'il les rejette, et cela va installer une crise entre le gouvernement, le nouveau gouvernement et l'Assemblée nationale, et auquel cas le président de la République sera maintenant fondé de dissoudre l'Assemblée nationale. Chercher une majorité. Exactement, mais je pense qu'on ne va pas... Ça s'est fait en France à l'époque de Chirac. Oui, ça s'est fait, tu sais, même en dehors de ça, en dehors de la dissolution de l'Assemblée nationale, en France, il y a eu même en 2002, si je ne me trompe, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé à la finale de l'élection présidentielle avec Chirac, et Chirac a refusé de faire le débat puisqu'on ne voulait pas permettre à l'extrême droite de prendre le pouvoir. Et là, on a vu le Parti socialiste de Lionel Jospin et la droite française qui dans les deux extrêmes, les deux poules de la classe politique, qui se sont mis ensemble pour sauver la République. Je pense qu'on est en train d'aller vers là, parce qu'aujourd'hui, Janine Mabunda, et sérieusement, c'est quoi? Le Sénat n'existe pas sans l'Assemblée nationale. Dès que l'Assemblée nationale tombe, le Sénat tombe aussi. Voilà, dès que l'Assemblée nationale tombe, le Sénat tombe aussi. Merci beaucoup Éric Mwamba, mais nous parlerons aussi très prochainement des erreurs des uns des autres, et puis Fayulu qu'on n'a pas parlé. Exactement, on pourra faire une émission prochainement pour parler de Fayulu, mais je voulais mentionner que dans le numéro actuel du Grand Journal qui est sur le marché, il y a un dossier, c'est-à-dire que nous commençons une nouvelle rubrique sur l'emploi. Donc nous avons notre experte en emploi qui s'appelle Linda Ndundu Bonongue, que je salue, qui nous dit qu'au moment où tout le monde déplore qu'il n'y a pas du travail, il n'y a pas du job à Kinshasa, elle nous parle du boom
d'emploi. Alors il faut lire le Grand Journal. Le jeune à la recherche du boulot, il faut lire Grand Journal. Même ceux à l'international, dans la diaspora, il faut lire Grand Journal pour voir notre cahier sur l'emploi avec Linda Ndoundou Bonong. Et à quand l'apparition de notre numéro? Donc chaque lundi matin. Chaque lundi matin, rendez-vous avec Grand Journal. Merci beaucoup Eric Momba d'être venu. Merci chers amis internautes d'avoir été avec nous. Patient toujours. C'était News 24 avec Denis Kayenge. Nous vous disons au revoir. Merci. Au revoir.